3 semaines après le 4e épisode de Focus sur les prêtés, on va faire un nouveau point sur les joueurs qui sont prêtés par l'OM et sur les joueurs qui sont prêtés à l'OM. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison 2023-2024, puisque le prochain sera le bilan final pour les joueurs prêtés. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo. Pensez-vous que Konrad de la Fuente mérite une nouvelle chance à l'OM? Est-ce que vous croyez toujours en lui? Ou alors pensez-vous qu'il faut le vendre cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement cet épisode par un focus sur Salim Benseghir. Pour rappel, il est prêté sans option d'achat à Neuchâtel Xamax en Challenge League, la 2e division suisse. Dans le dernier épisode, je vous expliquais qu'il avait été titularisé face à Schaffhausen comme milieu axial. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait plus été titulaire et c'était seulement son 4e match comme titulaire depuis qu'il est prêté à Xamax. Malheureusement, il s'est blessé au bout d'une vingtaine de minutes, une blessure qu'il a écartée des terrains pendant quasiment un mois. Mais la bonne nouvelle de cet épisode, c'est qu'il a récemment fait son retour. Il a joué un peu plus d'un quart d'heure face au FC Ville pour un match nul de partout. Lors du dernier match, Uli Forte a misé sur lui alors que Xamax était mené 1-0 face à Bellinzona. Un choix payant parce qu'il s'est montré dangereux avec une frappe sortie in extremis par la défense adverse. Au final, Xamax s'impose 2-1 avec 2 buts en 5 minutes. Finalement, quand on regarde bien, le prêt de Benseghir à Xamax ressemble étrangement à son prêt à Valenciennes la saison dernière. Il est quasiment jamais titulaire, mais il entre systématiquement en cours de match. Ses statistiques sont tristement vides, avec aucun but et aucune passe D avec Xamax. À Valenciennes, il n'avait délivré qu'une seule passe D, mais n'avait marqué aucun but. Ces deux prêts ne sont pas franchement concluants. La Ligue 2, c'est pas forcément un championnat simple, mais à côté de ça, il ne s'est pas imposé non plus en 2e division suisse. Je pense qu'on se dirige vers un départ libre à la fin de la saison, puisque son contrat à l'OM prend fin en juin 2024, et clairement, il n'a pas montré sur les 2 dernières saisons qu'il méritait d'être prolongé. Pour Jordan Amavi, les épisodes de Focus sur les prêtés se suivent et se ressemblent. Il n'a toujours pas joué la moindre minute sous le maillot brestois, même s'il est de retour dans le groupe depuis début avril. Eric Roy n'a toujours pas jugé bon de le faire entrer en jeu, et je le comprends parce que Bradley Loco est indiscutable sur le côté gauche. Brest ne joue qu'un match par semaine, donc le turnover n'est pas franchement nécessaire. En plus, Amavi a passé 4 mois à l'infirmerie en étant touché aux 2 mollets. Il n'a pas le rythme de la compétition, mais à voir si Eric Roy décidera de lui offrir quelques minutes sur les 2 matchs qu'il reste. Cela dit, ils ont une qualification en Ligue des Champions à aller chercher, donc je vois pas vraiment l'intérêt de faire entrer Amavi. En dehors de ça, l'équipe expliquait qu'il était quand même très impliqué, le vestiaire apprécie son investissement, ça n'empêche que pour le moment c'est une saison blanche pour lui, ça ressemble à un Loïc Rémy bis pour le Stade brestois. Ils l'ont fait signer cet été à un moment où la Coupe d'Europe ne faisait pas partie de leurs objectifs, mais aujourd'hui Amavi ne colle plus aux nouvelles ambitions brestoises. Évidemment, il va revenir à Marseille pour honorer sa dernière année de contrat, la direction lui cherchera une nouvelle porte de sortie pour économiser un peu de son salaire comme on le fait depuis maintenant 3 saisons, une vraie catastrophe économique et une erreur de Longoria qui prendra fin en juin 2025. Renan Lodi s'est lui plutôt bien intégré avec Al Hilal. On expliquait dans le dernier épisode qu'il avait remporté la Supercoupe saoudienne face au Al Ittihad de Marcelo Gallardo et de Karim Benzema. Il se dirige aussi vers le titre dans le championnat saoudien. Il est titulaire indiscutable en championnat et c'est pas une surprise au vu de l'investissement consenti par son nouveau club, que ce soit l'indemnité de transfert qui était importante ou son salaire qui a été triplé par rapport à ce qu'il touchait à Marseille. Il a déjà remporté son premier trophée, mais le journaliste italien Gianluigi Longari explique qu'il pourrait déjà partir cet été pour faire son retour en Europe. Quoi qu'il en soit, il ne reviendra pas à l'OM puisqu'il est prêté avec une option d'achat obligatoire. Le transfert est juste décalé dans le temps, mais tout est déjà bouclé. Paul Lirola a lui été embêté par quelques pépins physiques qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs sur la première partie de saison. Depuis début février, sa situation a évolué très positivement puisqu'il est maintenant titulaire indiscutable sous les ordres d'Eusebio Di Francesco, un coach qui le connaît bien pour l'avoir côtoyé à Sassuolo. Il est très souvent titulaire sur la 2e partie de saison. Di Francesco l'a reconverti comme défenseur central droit dans son trio défensif, et ça fonctionne plutôt bien étant donné que Frosinone est invaincu depuis 6 matchs. Sur l'aspect statistique, Lirola a marqué 2 buts et délivré 2 passes D. Il se porte un peu moins à l'offensive ces derniers temps étant donné qu'il est dans un rôle plus reculé et que c'est Nadir Zortea qui est chargé d'animer le couloir droit. Dans le dernier épisode, on parlait d'une information qui disait que son club avait déjà décidé de ne pas lever l'option d'achat et que la direction marseillaise discutait déjà avec Las Palmas en vue de la saison prochaine. Malgré tout, je pense que ça dépendra de la situation de Frosinone en fin de saison et aussi de l'avenir de Di Francesco qui apprécie beaucoup Lirola et qui l'utilise énormément. S'il reste et que Frosinone se maintient, je pense que ça peut changer la donne. Ça reste très compliqué de se projeter puisque le montant de l'option d'achat n'a pas été révélé. Frosinone est actuellement 16e de Serie A, à égalité avec Empoli et à seulement 3 points d'avance de l'Udinese qui jouera lundi soir.
Guendouzi a de son côté réalisé une belle saison avec la Lazio en étant régulièrement titulaire sous les ordres de Maurizio Sarri, un coach avec qui il avait une excellente relation et un coach qui l'a beaucoup fait progresser. 35 matchs comme titulaire au total, 3 buts et 4 passes D. Seulement, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, l'arrivée d'Igor Tudor a tendu la situation puisqu'ils entretiennent des rapports délicats comme à Marseille. On imagine malgré tout que la situation s'est améliorée récemment puisque Guendouzi a été titularisé lors des 2 derniers matchs face à l'Hellas Vérone et Monza. Il avait loupé les 2 matchs précédents à cause d'une blessure au mollet. On imagine que la direction de la Lazio a pris les choses en main pour calmer les tensions. Guendouzi sera définitivement transféré si la Lazio termine dans les 10 premiers. Ça devrait logiquement être le cas en dehors d'une énorme surprise. Donc c'était important pour eux que les rapports s'améliorent entre Tudor et Guendouzi pour éviter qu'ils montrent des envies de départ cet été, puisqu'apparemment il en aurait montré il y a quelques temps au moment de l'arrivée de Tudor. Vitinha n'a lui été titulaire qu'une seule fois depuis qu'il est arrivé au Genoa, c'était mi-mars face à la Juventus, mais par la suite il s'est blessé pendant un mois, et ça tombait au pire moment étant donné que Gilardino commençait à lui faire de plus en plus confiance. Il a fait son retour lors du match face à Cagliari en entrant un peu plus d'une dizaine de minutes. Le souci c'est qu'il n'a pas enchaîné face à Milan ce week-end, probablement une rechute puisqu'il a ressenti une gêne à l'entraînement, un problème musculaire visiblement, et par mesure de précaution, Gilardino ne l'a pas convoqué dans le groupe pour le match contre Milan. Le coach italien expliquait à Sky Italia qu'il voulait donner de la continuité dans le temps de jeu à Vitinha, mais ce nouveau pépin physique est un coup d'arrêt. A priori c'est par précaution donc il devrait revenir bientôt, mais il ne reste plus que 3 matchs avant la fin de la saison. Les dernières informations qu'on a pu lire et dont on a parlé dans l'épisode 4 expliquaient que l'option d'achat ne devrait pas être levée par le Genoa. Ça c'est pas une surprise, mais a priori il pourrait être prêté là-bas une nouvelle fois avec une option d'achat revue à la baisse. Vitinha se sent bien au Genoa, il a expliqué que tout le monde avait confiance en lui contrairement à Marseille, et de leur côté, la direction du club semblait plutôt satisfaite. A voir maintenant ce que ça va donner, mais c'est dommage de ne pas le voir enchaîner les matchs à cause des pépins physiques. Concernant François-Régis Muguet, on expliquait dans le dernier épisode qu'il s'était blessé après avoir joué 2 matchs seulement avec Dunkerque. Pour l'épisode d'aujourd'hui, les nouvelles sont positives puisque Muguet a enfin rejoué après plus de 2 mois d'absence. Il a fait son retour dans le groupe pour le match face à Amiens sans entrer en jeu. Il était absent du groupe face à Bordeaux, mais depuis il a engrangé un peu plus de temps de jeu sur les 2 derniers matchs. Une entrée en jeu de quasiment 20 minutes contre Auxerre et presque 30 minutes face à QRM. Il ne reste maintenant que 2 matchs avant la fin de la saison. Malheureusement le prêt n'aura pas été hyper concluant. C'est dommage parce que Dunkerque le voulait absolument. Ils ont négocié pendant longtemps et ils comptaient lui donner un temps de jeu très important, mais cette longue blessure a tronqué sa 2e partie de saison. La solution ce serait peut-être de le prêter une nouvelle fois à Dunkerque s'ils se maintiennent en Ligue 2. Ils sont plutôt sur la bonne voie avec 7 points d'avance sur 3 qui ont un match en retard et chez qui la situation est plus que tendue. S'ils restent en Ligue 2, ça peut être une bonne idée de négocier un nouveau prêt avec eux pour que Muguet fasse une saison complète. Conrad de la Fuente était aussi blessé quand on a fait le point dans le dernier épisode. Il a eu plusieurs pépins physiques depuis son arrivée à Eibar avec une lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui lui a éloigné des terrains d'août à fin octobre alors qu'il n'avait joué que 2 matchs. Une petite blessure début janvier et quasiment 3 semaines d'absence en avril, juste après son entrée et son doublé remarqué face à Eldense. Il a fait son retour face à Alcorcon en entrant 20 minutes, même chose au match suivant face à Albacete. Dimanche il est entré en jeu 24 minutes, une entrée très décisive avec un but et une passe D pour une victoire 5-0 face à Amore Bieta. Son but est vraiment magnifique avec un festival dans la surface avant de frapper fort premier poteau, preuve de ses qualités en 1 contre 1 et de ce qu'il est capable de faire dans les petits espaces. En globalité, son prêt n'est pas vraiment concluant, il a joué 20 matchs pour seulement 3 titularisations, ça reste plus intéressant que sa saison à l'Olympiakos où il était totalement écarté du groupe. Malgré tout, à Eibar, il y a quand même eu 2 ou 3 matchs marquants, mais sa longue blessure a malheureusement tronqué sa saison. Il est prêté avec option d'achat, comme pour Lirola, le montant n'a pas été précisé. Peut-être qu'Eibar décidera de le conserver s'il monte en première division. Pour le moment, ils sont totalement dans la course, ils sont 3e à 3 points de Leganés et Valladolid qui sont respectivement 1er et 2e du championnat. Il reste 4 journées, donc le classement peut encore évoluer. Pour revenir à la situation de Conrad, il expliquait dans un entretien pour les réservistes qu'il voulait revenir à Marseille pour montrer ce qu'il vaut. Je suis pas persuadé que la direction lui donnera une nouvelle chance si Eibar ne lève pas l'option d'achat. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, ça c'est incontestable, mais comme l'expliquait Valbuena dans son entretien avec Massilia Zone, il ne s'investit pas suffisamment et se repose beaucoup trop sur ses acquis. Ça explique pourquoi sa carrière fait du surplace alors qu'il a vraiment un gros potentiel.
On termine comme d'habitude par un point rapide sur les joueurs qui sont prêtés à l'OM pour la saison 2023-2024. Joaquín Correa a toujours un temps de jeu très limité, sa titularisation face à Toulouse n'a pas été très concluante, son entrée face à Benfica n'a pas été incroyable, mais on retiendra son tir au but réussi. Les supporters de l'Inter sont en tout cas très attentifs à notre parcours en Europa League, parce que si on la gagne, on serait qualifié en Ligue des Champions, et dans ce cas de figure, l'option d'achat de Correa serait automatiquement levée. Pour l'instant, c'est pas encore fait, et à côté de ça, si on est éliminé, son avenir sera déjà scellé, puisqu'on ne peut plus se qualifier en LDC via le championnat, on sera donc rapidement fixé. Jean Onana doit lui se contenter d'un temps de jeu réduit. Comme on s'y attendait, il est devenu une simple doublure depuis le retour de Gueye et d'Ounahi. Il était surtout venu pour combler les absences à la CAN. Jean-Louis Gasset l'a mis titulaire contre Toulouse, il a marqué son premier but à l'OM à cette occasion. Quoi qu'il en soit, il ne restera pas la saison prochaine puisqu'il faudrait qu'il joue la moitié des minutes de l'équipe et qu'on soit qualifié en Ligue des Champions. Il me semble que les deux conditions doivent être remplies pour qu'il reste, mais peut-être que je me plante. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'a pas joué 50% des minutes depuis qu'il est là. Bamo Meïté, on en parlait dans le dernier épisode, l'option d'achat va être automatiquement levée puisqu'il suffisait de se maintenir en Ligue 1 pour qu'il soit définitivement olympien. On en parlait dans le dernier épisode d'ActuOM, il devrait rejouer d'ici la fin de saison puisqu'il est en avance sur les délais qui étaient prévus, et ça c'est une très bonne nouvelle, ça nous ferait une solution supplémentaire en défense, et en plus je trouve qu'il montait en puissance depuis le début de l'année 2024, en profitant bien de l'absence de Chancel Bemba à la CAN. De mon côté, j'arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Conrad en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'ActuOM et le 4e épisode de Que sont-ils devenus. Les liens seront sur le commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.